INA Podcast. Marine Le Pen aura-t-elle interdiction de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 ? Figurez-vous que c'est une possibilité. Oui, car Marine Le Pen, vous le savez peut-être, est poursuivie par la justice, comme d'autres membres et ex-membres du Rassemblement national, dans l'affaire dite des assistants parlementaires du FN au Parlement européen. Son procès s'est tenu à l'automne dernier. Le verdict sera rendu le lundi 31 mars. Et si ça fait autant de bruit, c'est parce que Marine Le Pen risque d'être condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité à effet immédiat. Elle pourrait donc dire adieu à ses ambitions pour 2027, un véritable séisme dans la vie politique française. Mais au fait, que reproche-t-on à Marine Le Pen ? Pourquoi risque-t-elle une inéligibilité immédiate ? Quel impact sur la vie démocratique française ? Tout ça, on en parle avec vous. Camille Hainès, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en droit public à l'université Paris-Nanterre et ancienne de l'université Panthéon-Assas. Merci d'être avec nous. Et bonjour Élodie Forêt. Bonjour. Journaliste politique à France Inter. Vous suivez le RN. En 2 mots, Marine Le Pen risque très gros le lundi 31 mars. Elle risque très gros, oui, de ne pas pouvoir se présenter à une élection présidentielle 2027. Elle risque aussi et surtout d'être condamnée pour des faits de détournement d'argent public. Et on va développer tout ça avec vous dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive. Et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Que reproche-t-on à Marine Le Pen ? Pour le comprendre, retour en mai 2014. Cette année-là, aux élections européennes, le Front National fait une percée historique. Il récolte près de 25% des voix et obtient 23 sièges de députés. Mais quelques mois plus tard, le 10 mars 2015... Ils étaient tous sourires en juillet dernier, les 23 eurodéputés Front National. 9 mois après leur élection, ils sont soupçonnés de fraude par les services financiers du Parlement européen. Une vingtaine d'assistants parlementaires de ces élus seraient des emplois fictifs et occuperaient en réalité des postes clés au siège du Front National à Nanterre. Effectivement, le président du Parlement européen de l'époque, Martin Schulz, a des doutes. Il suspecte des irrégularités parmi les assistants parlementaires, des députés frontistes. Il faut maintenant vérifier où il travaille en réalité pour le Parlement européen, l'assistance parlementaire ou pour le parti. On ne peut pas être payé par le Parlement européen et travailler pour un parti. Ce qui pose question, c'est l'organigramme du FN. Sur cet organigramme, on peut observer que les 20 assistants parlementaires en question apparaissent aussi à des postes stratégiques au siège du parti. C'est le cas par exemple de Catherine Griset, assistante parlementaire de la députée européenne Marine Le Pen, mais aussi chef de cabinet de Marine Le Pen, présidente du Front National. Autre profil dans le viseur, Thierry Légier, déclaré assistant parlementaire de Marine Le Pen, mais en même temps garde du corps de la famille Le Pen. Face à ces accusations, la réponse de Marine Le Pen est immédiate. Ces petites manips politiques à quelques jours des élections, ça commence à être un peu grossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand ça vient du président du Parlement européen, c'est particulièrement indigne. Mais alors, qu'est-ce qu'on reproche vraiment à Marine Le Pen et plus largement au Front National ? En fait, ce que suspecte le Parlement européen, c'est que l'essentiel des revenus que touchent les assistants parlementaires visés vient de Bruxelles, mais que l'essentiel de leur travail se passe en réalité en France, au siège du FN. Autrement dit, qu'ils sont payés par Bruxelles, mais qu'ils ne travaillent pas pour Bruxelles, mais pour le parti FN. Bref, que ce sont des emplois fictifs. Et le Parlement européen donne même une estimation du préjudice. Il dépasserait les 7 millions d'euros rien que sur la période 2009-2017. L'ampleur de la fraude est historique. L'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, est saisi. À Bruxelles,
Des eurodéputés des camps adverses ne manquent pas de faire éclater leur colère, comme l'écologiste Pascal Durand. Ils se font élire à l'Europe et ils ne travaillent pas à l'Europe. Donc ce sont des emplois fictifs en réalité. Même pas fictifs, présents ou pas présents. Ils ne travaillent pas pour l'Europe, ils détruisent l'Europe, mais ils prennent le blé de l'Europe. C'est juste scandaleux. Alors très vite, la défense du FN se met en place. En 2015, Nicolas Bay est député européen et secrétaire général du FN. Il s'explique. Soyons très clairs, nos assistants parlementaires travaillent uniquement dans le cadre de l'activité parlementaire des députés. Ils ne travaillent pas pour le Front National en général. Non, il n'y a pas du tout de mélange des gens. Ça n'empêche pas, soyons clairs, que les assistants parlementaires aient par ailleurs un engagement politique militant. Et ça, je crois que c'est vrai dans tous les partis. Ils sont encartés, ils peuvent même avoir des responsabilités bénévoles dans le mouvement. Ça n'est pas choquant, ils peuvent être candidats à des élections. Ce serait quand même extraordinaire que les seuls citoyens qui n'auraient pas la possibilité d'avoir un engagement politique ou électoral soient les assistants parlementaires des députés. De son côté, le Parlement européen réclame le remboursement des salaires des assistants parlementaires à plusieurs eurodéputés, 340 000 euros à Marine Le Pen, 320 000 euros à Jean-Marie Le Pen, 276 000 euros à Bruno Gollnisch, entre autres. Et il saisit la justice française. En 2016, le parquet de Paris ouvre une enquête pour abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée et travail dissimulé. Cette année-là, des perquisitions ont lieu au siège du FN, ainsi qu'à la résidence familiale des Le Pen, le domaine de Montretout, ce qui a de quoi agacer Jean-Marie Le Pen. C'est la deuxième perquisition en un mois. Celle-ci, paraît-il, vient du Parlement européen et tendrait, c'est ce qu'on m'a dit verbalement, à vérifier la présence de mes assistants parlementaires. On croit rêver. Le député européen Florian Philippot va, lui, encore plus loin. On approche de 2017, le front est très haut, Marine Le Pen est très haut dans les sondages, elle menace le pouvoir, donc il faut essayer de multiplier les affaires, de faire du vent, faire de la mousse à partir de rien, et en même temps de profiter de ces perquisitions pour surveiller un parti politique d'opposition. En juillet 2017, Marine Le Pen et les autres députés RN accusés sont mis en examen. Juillet 2018, la justice ordonne la saisie préventive de 2 millions d'euros, une somme qui représente la moitié des subventions publiques allouées au parti. La présidente du RN dénonce alors un assassinat politique. Sans même qu'il y ait eu jugement. Des juges d'instruction, Mme Thépaut et M. von Runebeck appliquent à un mouvement politique une condamnation à mort à titre provisoire. Ils nous appliquent la guillotine à titre provisoire. Il faudrait les interroger pour savoir comment vont-ils recoller notre tête. 5 ans plus tard, en décembre 2023, Marine Le Pen est renvoyée devant le tribunal correctionnel aux côtés de 24 autres personnes, membres ou ex-membres du Rassemblement national. Le procès se tient en octobre et novembre 2024. Le parquet fait alors ses réquisitions. Il requiert pour Marine Le Pen une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Les juges doivent rendre leur jugement le 31 mars prochain. Et ensuite, Marine Le Pen peut-elle vraiment devenir inéligible ? Quelles conséquences de cette affaire sur la vie démocratique française ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Camille Hainès, et vous, Élodie Forêt. Déjà, pour commencer, peut-être une réaction au récit qu'on vient d'entendre. On a entendu dans les grandes lignes l'affaire. Non, qui résume bien une longue affaire, en fait. Ça fait des années, finalement, que ça traîne. On parle d'un temps où Jean-Marie Le Pen siégeait au Parlement européen, où Jean-François Jalc siégeait au Parlement européen. Donc, ça remonte des années en arrière. Ça a beaucoup traîné. La justice française ne s'en est pas emparée tout de suite. C'est d'abord le Parlement européen, effectivement, qui s'en est emparé. Donc là, on arrive à la conclusion, finalement, de ces longues affaires qui sont toujours en politique un peu comme ça, longues, tentaculaires et avec un dénouement qui arrive dans quelques jours. C'est le boulet au pied que traîne le Rassemblement national depuis quelques années ? Depuis quelques années, je ne sais pas. En tout cas, depuis les réquisitions, effectivement, le fait qu'on ait requis d'assortir le prononcé de la peine d'inéligibilité de l'exécution provisoire. C'est ça qui change tout. Et on va y revenir sur ce point. Avant, j'aimerais qu'on comprenne bien cette problématique des assistants parlementaires. Ce qui est important de préciser, c'est que le Rassemblement national n'est pas le seul parti qui a essuyé ce type d'accusation. Le parti de François Bayrou, par exemple, le MoDem, a été condamné en 2024 pour des faits similaires à 350 000 euros d'amende. 8 personnes, dont 5 ex-eurodéputés MoDem, ont été condamnées à des peines allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis, des amendes de 10 000 à 50 000 euros et à 2 ans d'inéligibilité avec sursis. François Bayrou a lui été relaxé au bénéfice du doute
faute de preuves. François Bayrou qui a toujours nié tout emploi fictif, mais qui reconnaissait des emplois à mi-temps pour les assistants parlementaires du MoDem. On l'écoute, c'était en 2017. Et qu'est-ce qu'il y a de plus légal et de plus normal et de plus moral que d'avoir comme ça mi-temps pour un élu et mi-temps pour un mouvement? Qu'est-ce qu'il y a de plus normal que ça? Je voulais faire cette précision, je pense qu'elle est importante pour dire que le Rassemblement national n'est pas un cas isolé. Non, et d'ailleurs, ça a même été sa défense, de dire que c'était une pratique courante au Parlement européen et qui n'était pas seulement sa propre pratique. Il faut quand même préciser quelque chose, c'est que le MoDem, c'était des sommes beaucoup moins importantes. C'est pour ça qu'en fait, on dit depuis le début de cette affaire que ce qui est reproché au FN et RN d'aujourd'hui, c'est d'avoir mis en place un système, que ce ne soit pas en fait des cas isolés, mais bien un système large, ample, pour pouvoir financer le parti qui était en manque d'argent et qui a depuis très longtemps des énormes dettes. Donc c'est ça la différence entre le MoDem et puis le RN. Autre différence peut-être dans la défense, c'est-à-dire qu'on le voit, le MoDem avait des explications en disant voilà, il y avait des mi-temps, etc. Elle, Marine Le Pen, dit non, moi c'est pas ça le truc, c'est que c'est la définition même en fait de l'assistant parlementaire que je veux revoir. Un assistant parlementaire, à partir du moment où il travaille pour son eurodéputé, a le droit finalement de faire bien ce qu'il veut et a le droit de travailler aussi, d'avoir un travail partisan pour le parti qui est rattaché à cet eurodéputé. Et puis, l'affaire concernant M. Bayrou n'est pas complètement terminée non plus, puisque le ministère public a fait appel du jugement devant la Cour d'appel de Paris. Donc, la décision n'est pas définitive. Affaire à suivre dans ce cas. Juste une précision peut-être sur le Rassemblement national qui était endetté. Cette technique-là, ou cette manœuvre-là, ce serait une technique un peu classique pour renflouer les caisses d'un parti ? Je ne sais pas si elle est classique, mais en tout cas, pendant le procès, elle a été prouvée en fait, que c'était une technique du Rassemblement national, du Front national à l'époque, puisqu'il y a notamment un courrier de Valéran de Saint-Just qui était trésorier, qui alerte Marine Le Pen en disant, alors j'ai plus les mots exacts, mais l'idée c'était de dire on ne s'en sortira pas, le parti ne s'en sortira pas si on n'utilise pas les fonds, les enveloppes qui sont allouées par le Parlement européen. Alors le procès s'est donc tenu entre fin septembre et novembre 2024. Et au cours de ce procès, le procureur a fait ses réquisitions, notamment à l'encontre de Marine Le Pen, mais aussi des 24 autres accusés. Et ces réquisitions, elles ont fait grand bruit, vous l'avez dit, Camille Hainès. Donc je les rappelle, 5 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Est-ce qu'on peut expliquer ce que ça veut dire avec exécution provisoire ? Car c'est un point très important. Oui, alors on a un principe en droit et en procédure pénale qui est celui de la présomption d'innocence, qui veut, dès lors que la condamnation ne devienne applicable que à partir du moment où la décision a acquis un caractère définitif. Et en droit, on dit qu'une décision est devenue définitive lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées, c'est-à-dire vous êtes allé en appel, vous avez eu la possibilité de vous pourvoir en cassation. Seulement, le législateur a prévu une exception pour certaines peines déterminées, parmi lesquelles l'inéligibilité, le juge a la possibilité de prononcer l'exécution provisoire, ce qui veut dire que l'inéligibilité serait applicable immédiatement au 1er avril 2025, quand bien même Marine Le Pen ferait appel de ce jugement. C'est une forme de condamnation préventive, je comprends ? La motivation qui est donnée pour appliquer ce type de peine par la Cour de cassation, c'est répondre à l'objectif d'intérêt général, soit de prévenir la récidive, mais ça ne serait pas tellement celui-là ici. Pourquoi ? Parce qu'on peut penser que les problèmes de trésorerie du Rassemblement national ne sont plus les mêmes aujourd'hui, mais l'autre objectif d'intérêt général, c'est de favoriser l'efficacité de la peine. Tout simplement parce que les délais de la justice sont très longs et appliquer une peine 15 ans parfois après les faits n'a plus vraiment de sens. Très clair. Et alors, si on reprend le point, ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, donc elle sera immédiatement inéligible, en conséquence, elle ne pourra pas, vous l'avez dit, même en cas de recours, se présenter à l'élection présidentielle de 2027 ? Oui, je vous vois bondir. Ça dépend quand intervient le recours, j'imagine.
Déjà, on pourrait imaginer que la Cour d'appel de Paris rende ce qu'on appelle un jugement infirmatif, c'est-à-dire, et ça se voit régulièrement, disent je maintiens la peine d'inéligibilité, cependant, je ne maintiens pas la décision d'exécution provisoire. Et donc, si ça intervenait suffisamment tôt avant les élections présidentielles, celle-ci pourrait être candidate. Et puis, il y a une deuxième possibilité qui est offerte à toute personne condamnée à ce type de peine complémentaire, c'est celle de demander au juge à être relevé en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de la peine d'inéligibilité. Donc dans ce cas-là, elle devrait se tourner vers le procureur de la République, qui s'entourerait de tous les renseignements utiles, qui pourrait, le cas échéant, demander son avis au juge de l'application des peines et décider ou non de la relever de son inéligibilité, le cas échéant, la relever de quelques années, par exemple. Cette décision de justice, on l'a dit, elle peut avoir un impact très fort. Donc cette décision de justice, ce verdict qu'on attend pour Marine Le Pen et pour les autres membres ou ex-membres du Rassemblement national, elle peut avoir un impact très fort sur la vie démocratique du pays, surtout si Marine Le Pen est déclarée inéligible avec exécution provisoire. La question que je me pose, les juges, on l'imagine, ont une pression énorme sur les épaules, les juges qui doivent rendre ce verdict le 31 mars prochain. Oui, c'est un poids énorme qu'on met sur leurs épaules. Et lorsqu'on parle de gouvernement des juges, j'ai envie de dire, c'est plus l'opinion publique et par conséquent le législateur qui leur met ce poids sur les épaules. Pourquoi a-t-on créé ce qu'on appelle la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité en 2016, là où déjà il existait une peine complémentaire facultative? Eh bien, c'est au motif qu'on a constaté une frilosité des juges à user de cette faculté de déclarer quelqu'un inéligible, au motif que cela appartiendrait à l'électeur. À déclarer inéligible, à condamner à de l'inéligibilité. Exactement. Et donc, d'un côté, il y avait cette frilosité, et en même temps, contexte de défiance accrue des Français envers leurs gouvernants et leurs représentants. Et donc, on a dit, on va rendre le prononcé de cette peine obligatoire pour les juges. Mais alors, obligatoire, ça ne signifie pas automatique, puisqu'ils peuvent l'écarter par une décision dûment motivée. Mais disons que les juges... C'est ça la subtilité qui est compliquée à comprendre, hein, effectivement. Obligatoire ne veut pas dire obligatoire, grosso modo. Ça ne veut pas dire automatique. Automatique, voilà. Pardon. Oui, parce que l'automaticité est contraire à un principe constitutionnel qui est celui de l'individualisation de la peine. D'accord. Ici, c'est pas automatique, c'est quasi systématique, mais le juge peut, au regard de l'infraction ou de la personnalité de son auteur, décider d'écarter le prononcé de la peine, pourtant soi-disant obligatoire, d'inéligibilité. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le juge n'avait rien demandé, que le juge, par nature, était plutôt frileux, et c'est que le législateur... C'est le politique qui a voulu ça, en fait. Voilà, exactement. Oui, dans une phase, c'était sous François Hollande qu'on a voulu d'avoir tout simplement plus de transparence. Enfin, effectivement, c'est un contexte de défiance avec une vraie volonté de redonner confiance en la chose politique et aux hommes, aux femmes politiques, de voter effectivement une loi qui permet aujourd'hui de condamner des hommes et femmes politiques à de l'inéligibilité. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le RN qui se fait justement souvent le défenseur, il faut être moralement irréprochable, etc., aujourd'hui conteste finalement cette disposition. Une autre question de fond qu'on peut légitimement se poser, qui va dans ce sens-là, est-ce qu'une décision de justice doit être rendue en prenant compte des conséquences politiques qu'elle peut entraîner, ou est-ce que le juge doit s'en tenir au droit et juste au droit? Vous avez 30 secondes. Moi, mon opinion citoyenne, c'est que le juge devrait être imperméable à la pression, et j'imagine que c'est aussi votre avis. Après, est-ce que c'est possible d'être totalement imperméable à ce qui se passe au dehors et à la pression publique? Et là, effectivement, dans ce cas précis, on parle de 11 millions d'électeurs qui se retrouveraient orphelins de leur candidate à la présidentielle. Donc ce n'est pas rien. J'imagine que ça doit être très compliqué, et que non, je pense que ça serait un monde idéal de penser que les juges sont totalement imperméables à ça. Oui, alors,
moi, je conteste le raisonnement de Marine Le Pen qui dit ce serait privé au moins 12 millions d'électeurs de la possibilité de choisir, comme si elle bénéficierait d'une espèce de totem d'immunité judiciaire au regard du nombre d'électeurs, etc. En même temps, effectivement, c'est une pression énorme qui pèse sur les épaules des juges. Et on peut faire une comparaison avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, qui a été poursuivi dans 4 affaires, 2 affaires fédérales et 2 affaires étatiques, et qui avait déjà été condamné au printemps dernier, en tout cas reconnu coupable, par un jury new-yorkais. Et la condamnation devait être prononcée en juillet dernier. Il y a eu finalement une décision de la Cour suprême sur la question de l'immunité qui a repoussé le prononcé de l'audience au mois de septembre. Et là, retournement de situation. Alors même que, de toute façon, quelle que soit la condamnation prononcée, ça n'aurait eu aucune incidence sur le droit de M. Trump de se présenter à la fonction suprême. Le juge a quand même décidé de repousser l'audience de rendu du jugement et de prononcé de la sanction à une date postérieure aux élections présidentielles. Et dans la mesure où M. Trump a été élu, ça repousse à après le mandat. On en arrive à cette autre question de fond. Est-ce que le juge peut écarter un responsable public de la vie politique ou est-ce que cela doit appartenir seulement aux électeurs ? C'était un peu la défense de Donald Trump. Cette décision ne peut appartenir qu'aux électeurs. Oui, c'est exactement ce que dit aussi Marine Le Pen, qui la semaine dernière encore parlait si jamais il y avait cette exécution provisoire, parlait d'une décision profondément antidémocratique. Donc c'est exactement les mêmes termes et la même pensée. En gros, elle dit cette décision-là ne doit appartenir qu'aux Français, ce qui est faux. Il y a une espèce de danger dans cet appel au peuple comme une espèce de bouclier, enfin une opposition entre une légitimité qui viendrait du peuple et une légitimité de la justice. Mais la justice, elle est rendue au nom de qui ? Elle est rendue au nom du peuple français. Et les juges, ils appliquent quoi ? Ils appliquent des lois adoptées par qui ? Par les représentants du peuple français, encore une fois. Si ces lois ont été adoptées, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de scandales politiques et les Français étaient les premiers à vouloir voir condamner des responsables politiques. Et si condamnation de Marine Le Pen, il y a cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de défiance encore plus importante peut-être envers les juges, peut-être d'alimenter des fantasmes sur lesquels peut-être le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire finalement ne seraient pas si indépendants et qu'il y aurait une porosité entre ces deux environnements ? Je crois que les fantasmes, ils sont déjà là et que c'est déjà des choses qu'on entend régulièrement. Qu'est-ce qui se passerait si elle était condamnée avec une exécution provisoire ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Oui, il y aurait certainement dans son électorat beaucoup de colère et beaucoup de frustration. C'est mobilisateur, la colère, donc avec certainement de fortes participations aux élections qui suivraient. Après, qu'est-ce que ça entraînerait ? Parce que il faut bien aujourd'hui se placer aujourd'hui. Le RN, il lui manque quand même des points pour gagner une élection, si on parle d'une élection présidentielle. Et il lui manque quand même une dizaine de points pour l'emporter, c'est pas rien. Et c'est cet électorat-là qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui dans leur socle. Qu'est-ce qu'ils feraient de cette condamnation-là ? Je sais pas, en fait, je suis pas sûre que ça leur apporterait des points et que ces gens-là seraient séduits par un discours qui serait extrêmement anti-juge, extrêmement anti-système, parce que c'est ça que ça va alimenter. Ça l'alimente déjà depuis quelques semaines, toute cette rhétorique très anti-système et très populiste. Est-ce que ça pourrait aller convaincre un électorat plus large ? J'en suis pas certaine. Vous l'avez déjà un peu abordé, Camille Hainès. Est-ce que vous pensez que les juges vont suivre les réquisitions du parquet, que Marine Le Pen va être condamnée à cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire ? J'entendais, vous disiez, je pense qu'elle va être condamnée, mais sans exécution provisoire ? Alors, j'ai pas une boule de cristal. Non. Et voilà. Je pense que... compte tenu de tout ce qu'on a dit, de la pression, ce que ça représente.
les juges n'écarteront pas le prononcé de la peine d'inéligibilité obligatoire, ce qu'ils ont pourtant la faculté de faire. C'est un signal envoyé à l'opinion publique. Cependant, je ne pense pas qu'ils la sortiront de l'exécution provisoire. Tout simplement, ça serait une responsabilité trop forte qui pèserait sur leur épaule. Trop importante. Quoi qu'il en soit, sans rentrer dans la politique fiction, en attendant que le verdict des juges, ce sera le lundi 31 mars à 10h. Si mes informations sont exactes, vous y serez, Hélène Duforet, au tribunal ? Oui, je serai au tribunal, effectivement. Prendre les premières déclarations ? Les premières déclarations et les voir. Enfin, moi, je veux voir comment ils réagissent à la décision, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Oui, pour Marine Le Pen et pour les 24 autres membres et ex-membres du RN qui sont sur le banc des accusés. Alors, quel avenir politique pour Marine Le Pen ? Va-t-on vers un séisme dans notre vie démocratique ? On a les cartes en main, vous avez les cartes en main, j'espère, chers auditeurs, pour y voir un peu plus clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Camille Hainès. Vous êtes, je le rappelle, maîtresse de conférences en droit public à l'université Paris-Nanterre. Et merci, Élodie Forêt, journaliste politique à France Inter. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.